On va accueillir l'équipe, justement, une équipe de terrain qui nous vient de Rennes, du centre hospitalier Guillaume Régnier. Et elles arrivent à 4. Il y a Camille Charles, la première. Camille Charles, il y a Christelle Loec. Christelle, c'est vous, voilà. Ensuite, Mona Martin et Sophie Guillotte. Donc, Sophie, bonjour. Merci d'être là. Alors, vous allez dérouler vous-même le petit PowerPoint que vous avez préparé. L'objectif, avant de démarrer et nous raconter en fait votre manière de fonctionner au centre Guillaume Régnier, nous dire à la fois ce que vous avez pensé du témoignage de quelqu'un que vous connaissez un peu, qui est Florine, et puis nous parler un peu de Jean-Loup et Alaïde, ce que vous pensez effectivement de leurs propos. Allez-y, vous avez les micros pour le faire, vous avez 2 micros, 3 micros, vous voulez partager, ils sont branchés. Alors, le retour sur le témoignage. C'est difficile de commencer. C'est-à-dire, voilà, ça y est, c'est fait, merci. Oui, alors, sur le témoignage donc de quelqu'un que potentiellement on pourrait connaître, parce que en tant qu'équipe de soins, on est quand même tenu au secret, mais on voulait dire à quel point cette personne nous avait touchés vraiment beaucoup. Donc oui, témoignage très touchant de Florine, qui témoigne d'un parcours extrêmement courageux, parce que en même temps, quelqu'un qui s'engage dans des soins TCA, c'est beaucoup de courage, parce que même si on peut proposer des soins qu'on espère de qualité, pluridisciplinaire, il faut avant tout que le patient il soit là, et puis c'est lui qui travaille beaucoup. Nous, on va proposer, mais c'est lui qui s'engage. Et c'est aussi toute la satisfaction de travailler dans les TCA avec des patients qu'on apprécie beaucoup, qui nous stimulent en tant que professionnels et qui nous poussent à toujours continuer à se former, à se rencontrer sur tout le réseau, comme vous faites aujourd'hui. Super. Et je suis contente, par contre, on a retrouvé qui a volé nos pompons. Parce que, oui, parce que dans les TCA, il faut beaucoup encourager. Et, on est content parce qu'on avait vu que quelqu'un les avait volés. Voilà. Adelaide, on les reprendra. Il y a intérêt. Oui. Vous voulez ajouter autre chose par rapport à ce témoignage ou par rapport à la scénette? Moi, ce que je peux retenir, c'est de travailler aussi dans la bonne humeur et qu'on a le droit aussi de rigoler avec les patients. C'est-à-dire que, effectivement, elles vivent des moments difficiles, il y a eu des traumas, il y a des souffrances, mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir des fois rigoler avec et d'apporter un peu de légèreté dans les soins qu'on propose. Et je pense que les patientes, ils ressentent aussi quand on travaille en équipe ou quand ils voient quand on travaille bien en équipe et qu'il peut y avoir une bonne ambiance d'équipe. Alors après, nous, on est dans le même service, mais je pense qu'on va en parler après. Mais avec le réseau, c'est des choses qu'on peut développer, même si on est un peu éparpillés. Ça, c'est hyper important parce que je pense que les patientes le ressentent aussi, de voir qu'il y a vraiment une alliance entre tous les professionnels. L'alliance, effectivement, c'est un mot qu'on a entendu tout à l'heure à plusieurs reprises. C'est un beau mot, en plus, et c'est vrai qu'il faut élargir, en fait, ce réseau au-delà même des équipes. Alors, puisqu'on parle d'équipe, cette équipe pluridisciplinaire à Rennes, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment les choses se sont passées? Ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Nous en parler aujourd'hui et comment les choses ont peut-être évolué depuis. Alors, c'est moi, parce que je suis la plus vieille de l'équipe, avec la chef de pôle. La plus ancienne. Oui, la plus ancienne, mais la plus vieille aussi. C'est pas vrai. Donc, en fait, c'est vrai que là, on voit en 2021, on a une équipe qui fait un petit peu plus rêver, dirons, en termes de possibilités de prise en charge pluridisciplinaire. Mais on a commencé en 2010 avec le docteur Chevillet-Latreuil, du coup, qui est chef de pôle psychiatre donc au centre hospitalier Guillaume Régnier sur les troubles du comportement alimentaire, par d'abord la création d'une équipe mobile
donc avec un mi-temps de médecin et un mi-temps de psychologue et un temps plein d'infirmier. Et l'objectif de cette équipe mobile, justement, c'était de soutenir tous les partenaires de soins pour mieux prendre en charge les troubles du comportement alimentaire sur le territoire 5. Et donc, on pouvait aller avec les infirmières scolaires, les médecins généralistes, les secteurs de psychiatrie. Et donc, c'était pour soutenir les soins un peu en fonction des recommandations HAS, pour finalement, là, en 2021, avoir des moyens supplémentaires. Alors, on a parlé beaucoup du Covid et des effets du Covid. Ouais. Et donc, ça a été soutenu par l'ARS d'avoir plus de moyens pour prendre en charge les troubles du comportement alimentaire et ouvrir le CTJ-TCA, donc le centre thérapeutique de jour, donc qui est un centre où on réalise des consultations et des groupes thérapeutiques. Et donc là, on a une équipe pluridisciplinaire un peu plus solide, donc avec un médecin psychiatre, un nutritionniste, du temps psychologue, enfin tout ce qu'on a noté. Et voilà, et avec des projets qui évoluent encore avec l'ouverture d'un hôpital de jour. D'accord. Alors, quels sont les objectifs de cette équipe aujourd'hui formée de ces professionnels? Qui nous parle des objectifs? Alors, sur les objectifs, écoutez, on s'appuie vraiment sur les recommandations de l'HAS. D'ailleurs, elles sont disponibles en ligne. Je vous invite à les lire et à vous en inspirer parce qu'elles sont très bien faites. Ce qui va vraiment nous guider dans notre prise en charge, c'est vraiment, quand on parle, c'est de travailler vraiment sur le plan somatique et psychique, pas l'un à côté de l'autre. Camille en a beaucoup parlé aussi. C'est pas l'un à côté de l'autre, c'est ensemble. Mais d'avoir vraiment cette approche corporelle. En effet, un patient qui, sur le plan somatique, ne va pas bien du tout, ne mange pas, Mona pourra en parler, a un bilan perturbé et dénutri, vous pourrez lui proposer toutes les psychothérapies de la Terre, ce n'est pas la priorité. Et en même temps, il faut quand même entendre, accompagner les souffrances. Mais pour ça, il faut être plusieurs, on ne peut pas tout faire. Donc nous, on va vraiment s'occuper sur le plan somatique de mettre des référents et puis d'avoir des professionnels qui sont adaptés pour ça. Vous parliez des dentistes tout à l'heure. Ouais. Ça aussi, c'est quand même un point de quelqu'un qui consulte quelqu'un de jeune et qui a des dents très, très abîmées. On en voit des jeunes filles très carillées, tous les problèmes bucco-dentaires qu'on peut avoir quand on vomit. Et donc, ça, c'est important d'accompagner le patient, mais en termes pour détecter un trouble alimentaire, de le voir aussi. Et puis après, on va s'occuper de tout ce qui est le plan psychique, de des comorbidités des troubles alimentaires. Sur le centre, on va vraiment avoir en tête que Camille parlait du terreau. Donc nous, c'est une pathologie, enfin ce sont des pathologies. Il n'y a pas une cause, il y a plusieurs causes qui sont très différentes en fonction des patients, qui peuvent aussi intervenir à différents moments de la vie. Donc ce n'est pas pareil de quelqu'un qui est dans une problématique adolescente, que quelqu'un qui n'y est peu du tout, qui est adulte et qui déclenche une anorexie mentale après un deuil, ça ne se prend pas en charge de la même façon. Mais voilà, il y a vraiment différentes choses. On est nommé un petit peu. On a, mais ce sont que des exemples. En termes de terreau, on en a beaucoup. Ça va entre le psychotrauma, la difficulté de socialisation, des assises parfois fragiles, la perception du corps. Enfin voilà, les gens viennent pour des tas de raisons différentes. Et puis, ce sont des pathologies et on va avoir à cœur de les accompagner. Et souvent, ça va être aussi la porte d'entrée. Les gens, dans les petites scénettes, disaient « Bonjour, je viens, j'ai un TCA ». Alors, nous, ça ne nous arrive pas souvent d'avoir des patients qui arrivent « Bonjour, j'ai un TCA ». Il y a déjà pas mal de boulot qui est fait, s'il y a déjà cette... C'est déclaré à ce point-là. Voilà. Mais c'est plutôt un refus scolaire anxieux. Ils viennent frapper à la porte parce qu'il y a une jeune fille qui a maigri, qui ne veut plus aller à l'école, l'isolement social, la précarité financière. La boulimie, Sophie vous en parlera, ça coûte très cher.
Donc on va avoir des gens qui sont dans une grande difficulté financière. Évidemment, les complications somatiques, les gens qui viennent des urgences parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils ont fait des malaises, parce que tout ça. Et donc, c'est pouvoir les accueillir à ce moment-là et aussi les soutenir dans toutes les répercussions des troubles des conduites alimentaires. Donc voilà, un peu nos objectifs et notre socle. Et en termes d'organisation même de l'équipe, comment ça se passe? Alors, en fait, l'idée là de la pluridisciplinarité, c'est pas facile à dire. C'est pas facile. Et pas toujours, j'imagine, facile à exercer. Non, c'est pas facile, mais en même temps, il suffit d'être deux. C'est-à-dire que dans les recommandations, on commence déjà par être deux. Il faut au moins un somaticien et un psychiatre ou pédopsychiatre. Et ça, en fait, c'est vraiment la base de l'accompagnement. Ouais. Et donc, nous, dans le service, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas beaucoup de temps somaticien, donc les collègues psychiatres ou infirmiers vont travailler avec les médecins libéraux, etc. Mais même en libéral, l'idée, c'est, je reprends la question du réseau, c'est en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, apprendre à se connaître, alors comme des après-midi comme aujourd'hui, mais pour toujours être au moins deux dans la prise en charge. L'idée, c'est de pouvoir un peu trianguler la relation avec le patient et de pouvoir traiter les deux problématiques psychiatriques et somatopsychiques. Merci, Mona. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, et après, les autres professionnels, ils peuvent arriver, on va dire, au fur et à mesure de la prise en charge. Florine le dit dans la vidéo, que son infirmier référent, en fonction de où elle en était, de qui elle... Parce qu'on n'est pas toujours prêt tout de suite à avoir un psychologue ou tout de suite voir le diététicien. Il faut aussi aller au rythme du patient et du coup, l'idée, c'est de pouvoir rajouter des professionnels dans la prise en charge. Et par contre, ce qui est important, c'est que dès le début, soit quand même défini qui va être le coordinateur des soins, qui va être le référent, et c'est un référent qui est bien identifié par le patient. Parce que si, par exemple, le patient va dire voilà, moi, je veux que ce soit plutôt le diététicien et pas le psychiatre, OK, parce qu'il y a somaticien et psychiatre. Et l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un référent dans la prise en charge pour justement garder ce fil rouge et toujours avoir cet accompagnement autour du patient et que ça soit cohérent. Et surtout, quand il y a plein de professionnels, des fois, ce qui peut arriver, c'est que nous, ce qu'on peut observer dans le service, c'est que les patients, à un moment donné, vont, par exemple, parler de leurs problématiques sociales avec le médecin, et du coup le fait de savoir qu'il y a une assistante sociale, il veut dire OK, donc on entend, on écoute, mais du coup on réoriente pour nous rester sur notre cœur de métier. Donc ça permet aussi ça. Oui, mais celle ou celui vers lequel ou laquelle retourne le patient s'il en ressent le besoin, c'est bien ce référent qui est rassurant et donc qui est là à n'importe quel moment, j'imagine. Enfin, ou quasiment à n'importe quel moment. Dans la mesure du possible, oui. Dans la mesure du possible et quand c'est utile, bien sûr. En sécurité aussi. Il y a la question de la sécurité aussi, la sécurité somatique, psychique. En tant que psychologue, infirmier psy, c'est vrai que le fait de savoir que le patient est suivi par son médecin traitant, qu'il est régulièrement examiné et que nous, on le sait, le médecin traitant, on en a discuté avant, lui vraiment il serait, on travaille nous en sécurité, et puis surtout le patient est en sécurité si la situation se dégrade. D'accord. Entendu. Alors donc, après, vous, la pratique de cette équipe pluridisciplinaire, vous avez déjà vu, j'imagine, des bénéfices au niveau des patients que vous suivez. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, justement, sur l'intérêt de bosser de cette manière ? Déjà, les bénéfices, c'est surtout de ne pas s'épuiser en tant que professionnel aussi, mais aussi pour les patients... Parce que moi, je parle en tant que diététicienne, mais j'entends ce que les patients me disent, mais je ne suis pas apte à gérer tout ce qui va être
crise suicidaire ou autre. Et donc, savoir qu'on a quelqu'un d'autre sur qui on peut s'appuyer si le patient vient nous déposer des choses, dire je vais en parler à Madame Charles, par exemple, ou vous pouvez en parler à Madame Charles. Déjà, ça permet de travailler en sécurité et pas se retrouver un petit peu tout seul avec ça. Parce que nous, on est en difficulté, mais les patients aussi, ils vont le ressentir s'ils voient qu'on ne peut rien faire. Donc, il y a ça. Et il y a aussi fractionner et partager les enjeux thérapeutiques. Ça va favoriser l'alliance et ça va permettre aussi, comme je disais, c'est assez lourd aussi en tant que professionnel de suivre quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Donc ça permet un peu de disperser les tensions chez tout le monde. On peut en discuter aussi après. Donc ça permet ça. Ça va permettre aussi d'avoir une triangulisation, un truc comme ça. Comme on dit. Voilà, on est 3 et ça évite le duel qu'on peut avoir, soit patient, mais aussi nous en tant que soignants, de vouloir tout maîtriser. Enfin, il y a les deux, en fait. Il y a le patient qui veut forcément tout maîtriser, mais nous, en tant que soignants, si on est tout seul, on a aussi envie de ça, donc ça permet tout ça. Et aussi avoir une bonne prise en charge somatopsychique et pouvoir réagir rapidement. Chacun s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Et ça évite aussi ce qu'on disait tout à l'heure, les situations où la psychologue doit gérer les détails des crises et que moi, en tant que diététicienne, je dois gérer les idées suicidaires, par exemple. Plus on est nombreux, plus le patient peut déposer où il a à déposer. Donc ça, c'est plutôt important. Et par exemple, est-ce que les patients, justement, vous réagissent à cette multiplication positive, on va dire, des soignants à leur côté? Je pense qu'ils réagissent de façon... il y a vraiment un bénéfice quand ils sont prêts à avoir cette pluridisciplinarité. Si au début ils sont 2 et 2 ça suffit, nous comme on fonctionne comme ça où on travaille, on commence forcément par un infirmier ou un médecin et après en fonction de comment le patient a envie d'avancer, aussi de l'urgence aussi actuelle de l'état psychique ou somatique, on va rajouter, mais en règle générale c'est plutôt bien vécu, je pense, de pouvoir avoir vraiment plusieurs aspects différents, puis travailler sur toutes les faces de la maladie, en fait. D'accord. Alors, je crois que vous vouliez nous proposer le parcours, justement, d'une patiente ou d'un patient et nous raconter de quelle manière chacune d'entre vous 4 ou d'autres, peut-être, qui interviennent, justement, sont là, sur ce chemin, ce parcours avec le patient. On vous écoute. Donc voilà, on va vous présenter la situation d'une patiente, donc pour vous montrer l'intérêt de la prise en charge pluriprofessionnelle. Donc c'est une personne qu'on a reçue en primo-entretien d'abord par un infirmier. Donc c'était en juin 2024. Donc elle a été adressée pour anorexie restrictive avec conduite de purge chez une patiente de 31 ans et évoluant depuis 15 ans. C'est une personne qui a été relayée d'Angers, où elle avait été en hôpital de jour aussi dans un service spécialisé pour les TCA. Elle avait suivi à l'époque en fait un compagnon 2 ans auparavant. Au niveau professionnel, donc elle avait eu un IUT, puis il y a eu un échec de son IUT, puis elle a été bibliothécaire et ensuite elle a travaillé en collectivité. Ensuite, en 2022, elle a créé une micro-entreprise en fait, d'édition de poèmes. Au niveau familial, voilà, elle a un père avec qui elle a de bons contacts, une mère avec qui les relations sont plus complexes, un frère qui est différent, qu'elle décrit plutôt hautain. C'est une personne qui a toujours été en couple. Seule, elle se sent plus vulnérable. La relation est plutôt exclusive, avec une certaine dépendance affective. Au niveau des TCA, donc le début des troubles était à l'âge de 17 ans, en 2010, sur un mode restrictif. Comme antécédent, elle a été hospitalisée en clinique spécialisée en 2012, puis un suivi ambulatoire où il y a eu une certaine stabilité.
Ensuite, pendant 2 ans, donc de 2019 à 2021, c'était plutôt, ça s'est amélioré, c'était stable aussi sur le plan professionnel. Et après, il y a eu une aggravation en fait des troubles avec conduite de purge, diminution de l'humeur, hyperactivité physique aussi pour lutter contre l'angoisse par rapport à une prise de poids. Donc c'est vrai que l'infirmier, là, au début, il voit régulièrement la patiente, un peu comme un fil rouge. Il prend le temps, il identifie aussi les difficultés. Et après quelques entretiens, en fait, où il a établi la relation de confiance, il priorise les professionnels. Donc elle va pouvoir voir le médecin qui la met sous traitement antidépresseur et l'assistante sociale. C'est là où j'interviens. Alors, j'interviens pas toujours aussi rapidement dans les accompagnements, mais là, c'est une patiente qui mettait beaucoup aussi en avant vraiment problématique sociale. Donc, elle a été retournée, donc suite à la séparation, elle a été retournée vivre chez ses parents et c'est quelque chose qui était pas possible pour elle parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'elle était partie de chez ses parents. Et donc, elle voulait absolument travailler pour avoir des revenus. Et c'est quelque chose qui l'angoissait beaucoup. Et elle oubliait son état de santé. Et que là, au vu de la situation, moi, j'ai essayé de lui renvoyer qu'il fallait pour l'instant prioriser les soins. Et tout le travail que j'ai pu faire là pendant, on va dire, de juin à septembre, c'était vraiment de l'aider à prioriser et de lui dire que oui, on allait mettre en place des démarches, qu'on allait faire une demande de logement, qu'on allait l'accompagner sur le versant professionnel, sur la question des revenus. Elle était en attente d'ouvrir un droit à H. Mais elle avait vraiment besoin de l'aider à prioriser parce que donc elle avait un IMC très bas, je crois, au début, 13-14, et elle avait accepté un CDI dans une maison de quartier 1h30 par semaine à Rennes, et puis là elle voulait postuler à 25 heures à Saint-Malo parce que elle voyait que la question de il me faut de l'argent pour partir de chez mes parents. Donc l'idée du coup c'était vraiment que je l'aide à prioriser et surtout de lui dire que si elle veut pouvoir partir de chez ses parents et travailler, il faut d'abord qu'elle se soigne et qu'elle prenne ce temps-là. Il y a beaucoup la question de la temporalité dans les soins TCA. Et puis, quand elle a vu le médecin aussi, il y a eu la question d'une hospitalisation. Donc, il fallait aussi qu'on s'occupe de ses droits liés à l'hospitalisation. Après... C'est moi. Oui, alors c'est vrai que c'est une patiente du coup qui a été hospitalisée sur le risque suicidaire et pour traiter la dépression. Cette hospitalisation qui a été assez courte l'a soulagée sur ce plan-là. Et moi, c'est dans ce cadre-là on va dire, comme souvent, elle était d'accord, mais c'était fortement soutenu par mes collègues. Donc, à moi de créer l'alliance aussi, et qui s'est fait assez facilement. Donc, ce qu'elle peut me dire, c'est que, ce qu'on peut repérer ensemble, c'est que, en effet, l'indépendance c'est compliqué. Elle a toujours, elle s'installe très rapidement avec son conjoint. Elle n'a jamais vécu seule, donc elle va pouvoir dire soit je suis chez mes parents, j'étouffe et il faut que je parte, c'est Sophie, ou soit elle se met rapidement en couple sans vraiment que ce soit un choix. Elle me décrit de l'insécurité dans l'enfance, elle dit il y avait pas mal de crises d'hystérie à la maison, de l'angoisse d'une manière générale. Moi, je vais d'abord vraiment travailler avec elle la rechute d'abord, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a un suivi, qui a débuté une anorexie mentale à l'adolescence, mais là, qui a eu une évolution, à un moment, une stabilité. Et j'essaie de comprendre avec elle, là, qu'est-ce qui se passe pour la rechute, puisque s'il y avait de la stabilité avant, il y a eu une part de solidité aussi. Et donc, et là, on va travailler en psychothérapie sur cette relation amoureuse qu'elle va
qu'elle va dire une relation amoureuse, ça peut vous faire vous effondrer, vous et moi. Ça crée de la dépression, ça peut, en tout cas, ça peut bouleverser. Sauf que là, ça s'effondre et finalement, c'est pas une relation amoureuse comme les autres. On est dans le cadre d'une vraie relation d'emprise et de la violence conjugale. Donc ensemble, on a travaillé sur cette levée de l'emprise. Donc ça se travaille de manière un peu spécifique. Pour pouvoir poursuivre ce travail d'indépendance, parce que quand on est sous emprise, on n'est pas indépendant. Et donc il y avait tout ce travail-là, et puis concrètement, ce travail est aussi réalisé avec l'assistante sociale, dans le réel aussi, avec l'infirmier. Ça soulevait ces questions de violences subies à l'âge adulte qui ont provoqué cette rechute. Ça soulevait une autre agression sexuelle qu'elle avait vécue juste avant de déclencher sa première anoxie mentale. Sauf que moi, ça demande, à ce moment-là, c'est cette question d'indépendance et cette levée et cette sortie d'emprise. Donc moi, je suis partie là-dessus, aussi pour qu'elle se solidifie sur le plan psychique et sur le plan somatique. Et puis après, j'y reviendrai. Et puis on a pu travailler dans un deuxième temps cette agression sexuelle. Mais voilà, moi, j'ai commencé là, avec le soutien de mes collègues, pour aller vers ça. D'accord. Du coup, je reprends la parole. Là, du coup, effectivement, donc au bout de 4 mois de prise en charge, 4-5 mois de prise en charge, donc a été assez vite quand même étayée par plusieurs professionnels. On voit bien que là, du coup, la dame, elle est quand même un peu plus posée. Elle a trouvé un travail adapté à ses situations, c'est-à-dire, pour l'instant, 15 heures par semaine. Donc, elle a ouvert un droit à l'AH, ce qui lui a aidé à accepter d'abord commencer à travailler à temps partiel pour pouvoir continuer les soins. Parce que du coup, elle reconnaissait que c'était quelque chose qui était important. Et c'est vrai que si elle retrouvait un travail à temps plein, déjà, elle concevait qu'elle n'aurait peut-être pas l'énergie de travailler à temps plein, mais que du coup, ça voulait dire moins de rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la prise en charge de la maladie où ça demande beaucoup de rendez-vous. Et donc, ça peut avoir des incidences au niveau social. C'est-à-dire que du coup, ça peut relever d'un arrêt de travail ou d'un temps partiel, etc. Et donc, voilà. Et donc là, c'est vrai que du coup, là, tout le travail d'accompagnement, elle a réussi à cibler ce qui était important pour elle, ce qui pouvait lui faire du bien. Et effectivement, en parallèle, on a fait toutes les démarches pour qu'elle ait une stabilité, donc d'un point de vue des revenus. Du coup, elle a pu trouver une colocation pour pouvoir partir de chez ses parents. Et donc, on a continué l'accompagnement comme ça. Et c'était le moment, on va dire, opportun pour elle de lui proposer un suivi. Alors, les collègues soignants, mais je passe la parole. Vas-y. Donc elle va commencer du coup la psychomotricité en novembre 2024, où le but c'est de travailler sur la dysmorphophobie. Et en fait, elle demande à travailler avec la psychomotricienne sur son vécu de dissociation, où elle dit qu'elle ne peut pas être présente à son corps et à ce qu'elle ressent. Elle demande à pouvoir associer son corps physique à son corps sensoriel, autrement dit à habiter son enveloppe. Donc le but, c'est de renouer avec le vécu du corps, les émotions, les sensations, que le corps ne soit plus vécu comme une machine qui est anesthésiée en fait par l'hyperactivité physique, les conduites de purge et la restriction. Donc elle peut faire plusieurs séances d'enveloppement en fait, et au cours de ces séances, au fur et à mesure, elle prend conscience de son corps à différentes étapes de sa vie, et cela la renvoie à des vécus de l'enfance, dans le but qu'elle se rassemble et avoir un vécu unifié. Et moi, je la revois à la fin de l'année, et elle a eu un petit moment où à nouveau, là, ça va un peu moins bien, parce que du coup, donc, elle est dans la colocation, et alors c'est une grande colocation, ils sont 10. Et là, à nouveau, en fait, elle se fait déborder par tout le monde. Elle pense qu'il faut qu'elle ait du lien social avec tous les gens de la colocation, donc... Et la seule pièce de vie, c'est la cuisine. Donc voilà. Et donc là, pareil, à nouveau. Donc là, je la revois parce que du coup, elle n'arrive plus à prioriser. Il faut qu'elle fasse ses déclarations à la CAF. Elle n'y arrive pas, alors qu'elle a tout à fait les capacités de les faire. Mais là, il y a trop de choses en fait qui la débordent. Et ce qui était intéressant quand on en discutait avec ma collègue psychomote, c'est au même moment, c'est là, elle aussi, elle a perçu ça. Et c'est à ce moment-là que la collègue psychomote a commencé à faire les enveloppements.
Parce que aussi d'un point de vue du suivi psychomote, elle sentait qu'à nouveau, la patiente, avec les angoisses, n'arrivait pas à se rassembler. Et donc, du coup, c'est vrai que tout l'accompagnement, en fait, chacun dans notre coin, avec nos outils et nos spécificités, on se rend compte qu'on traite un peu la même chose, en fin de compte. Donc moi, c'était comment dans les interactions sociales, elle peut moins se faire déborder, comment elle peut donner des limites. Et par exemple, des choses toutes bêtes, mais donc là, les démarches administratives la débordaient complètement. Du coup, je dis, vous appuyez sur moi pour ça. C'est moi qui ferai, c'est moi qui penserai avec vous à quel moment faire les déclarations. Ne serait-ce que pour soulager ça et pour qu'elle puisse garder le peu d'énergie qu'elle a pour son suivi auprès de mes collègues soignants. Donc en fait, en janvier 2025, donc à 6 mois, on fait un bilan pluriprofessionnel. On a l'habitude de faire un petit bilan au bout de 6 mois, où là, du coup, il y a une reprise pondérale, qu'on se rend compte aussi qu'il y a moins de crises depuis son aménagement en colocation. Cependant, les conditions anorexiques sont toujours présentes. Son activité professionnelle est stable. Et elle envisage de prendre un logement seul. Et là, après, donc en février, on met en place un suivi diététique. Alors, moi, je rencontre la patiente en février 2025. Du coup, c'est vraiment suite à cette réunion où on a posé un peu ce qui se passait pour la patiente et on a dit c'est peut-être le moment là pour lancer quelque chose. Elle était quand même beaucoup plus stable psychiquement, ce qui était important. Avant ça, c'était pas du tout la priorité. Elle était très dénutrie. On s'est beaucoup appuyé sur le médecin traitant qui, lui, gérait plutôt le côté somatique. Donc la patiente était prête, on lui a proposé et donc je l'ai rencontrée pour la première fois. Quand je rencontre la patiente, elle a toujours une restriction alimentaire qualitativement et quantitativement. Elle a repris un peu de poids, mais ça prend quand même beaucoup de place, ce qui se passe pour elle. Cette restriction, ça l'amène à faire... donc c'est pas des crises, c'est plutôt des petites compulsions alimentaires qui la débordent. Et par la suite, donc il y avait des vomissements qui étaient provoqués. C'était très mal vécu par la patiente. Elle voulait pas vomir, elle aimait pas vomir. Ça, elle voulait vraiment arrêter, mais ça la débordait. Et surtout, elle avait tout le temps faim. Et c'était une plainte qui était plutôt positive. Souvent, les patients ont du mal à avouer ou ressentir, je ne sais pas trop, la faim. Et là, c'était vraiment sur quoi elle voulait travailler. Du coup, il y avait quand même des freins. Ces freins, c'était comme beaucoup la peur de prendre du poids, la peur que le poids il s'envole, la peur de plus maîtriser, et aussi cette notion de mérite, de manger, à penser ne pas mériter. Mais malgré ces freins-là, elle avait vraiment envie d'avancer. Donc, je trouve ça important. Des fois, on dit... moi, la première, je dis, si la patiente ou le patiente... là où le patient ne veulent pas prendre de poids, ça va être compliqué d'engager un suivi diète, ce qui est vrai, mais en même temps, si derrière il y a d'autres choses où il y a quand même des envies pour le patient, ça peut quand même être, on peut quand même engager quelque chose. Et là, elle avait vraiment des choses qui la dérangeaient, qui passaient au-dessus de cette peur de prendre du poids. Donc de février 2025 à septembre, je l'ai vu environ quand même 2 à 3 fois par semaine. C'était un suivi qui était assez rapproché. Ouais. Toutes les 2-3 semaines. Ah oui. Ça faisait beaucoup sinon. Ah oui. Je l'ai vu toutes les 2-3 semaines. On a mis en place pour commencer, donc on a essayé de augmenter les apports, etc. Mais on a surtout travaillé du coup sur la colocation où elle était complètement débordée. Comme disait Sophie, la seule pièce de vie c'était la cuisine. Une coloc à 10, donc tout le monde est dans la cuisine, tout le monde mange dans la cuisine. Déjà, quand on n'a pas de troubles alimentaires, je pense qu'on peut se sentir un peu débordé parce qu'on n'a pas d'espace à soi. Mais là, du coup, les repas duraient, elle n'arrivait pas à se mettre des limites, elle restait très longtemps à table avec les autres, donc elle finissait de prendre son repas soit très tard, soit elle mangeait très tôt pour être toute seule. Enfin, elle était complètement débordée, donc on a vraiment essayé de mettre des espaces,
des horaires, essayer de retravailler un petit peu tout ça. Et ensuite, elle a aussi eu un logement toute seule, où là, en fait, on a refait le même travail, où il fallait, en fait, juste réapprendre à manger seule, les horaires, où ça, on mange pas debout, on mange à table, comme quand on a des invités. Pour les courses, on a aussi beaucoup travaillé l'organisation des courses, on évite les courses au jour le jour. Enfin, on avait vraiment tout revu. On a aussi défini des espaces où manger. On évite de manger dans son lit, on mange à table, voilà. Ça a bien avancé au fur et à mesure du suivi. La patiente a repris un petit peu de poids tranquillement. Malgré ça, il y avait toujours quelques persistances de vomissements. Et aussi, elle n'était toujours pas dans la capacité de s'écouter à 100% sur sa faim. Ça arrêtait toujours un petit peu avant, donc c'était quand même un truc qui était encore obsédant, mais malgré ça, elle avançait. Et ce qui est important aussi, je trouve, dans les suivis, c'est vraiment de rappeler aux patients ce qui avance. Parce qu'elle est restée bloquée là-dessus, bloquée sur ce qui n'avance pas, et donc on était toujours obligé de la rassurer. Donc ça a avancé comme ça jusqu'en septembre, et en fin novembre, elle est partie en vacances. Ça s'est très bien passé. Et en rentrant de vacances, on s'est mis d'accord pour un fin de suivi, toutes les deux. Voilà. Je suis à disposition toujours s'il y a besoin, mais on se rendait compte que les rendez-vous étaient quand même de plus en plus. Voilà. On n'avait plus grand-chose à travailler. Elle avait toutes les clés. Elle a dit elle-même qu'elle avait retrouvé une liberté alimentaire, qu'elle avait plus de spontanéité avec l'alimentation, mais aussi dans sa vie, parce que ça va ensemble. Donc on a mis un fin de suivi. Donc en tout, je l'ai suivi 10 mois. Après, je reste à disposition, mais je n'ai vu ces patientes que 10 mois. Donc voilà. Très bien. Qui veut la dernière, non pas la dernière étape, bien sûr, mais la dernière information? Un peu pour une conclusion, c'est vrai qu'on a vraiment pu engager un travail pluridisciplinaire et en travaillant sur le même objet. Moi, au fur et à mesure qu'elle est allée de mieux en mieux sur le plan psychique, elle a souhaité aussi travailler sur l'agression sexuelle qu'elle avait subie adolescente, où elle avait toujours un syndrome de stress post-traumatique qui était toujours actif et invalidant. Mais elle était en capacité de pouvoir dire je ne veux plus, je veux traiter ces symptômes. Donc là, moi, j'ai fait de l'EMDR avec elle à ce moment-là parce que c'était possible. Et puis, on voit bien que sur le plan corporel et dans le réel aussi, les limites de son propre corps et les limites de ses choix amoureux, de dire stop, de choisir son conjoint, ce qu'elle a fait. Enfin, voilà, il y a vraiment une évolution plutôt très positive. Moi, je suis aussi sur une fin de psychothérapie. Et je pense que tranquillement, on va la laisser là. On voit bien, il y a des relations positives avec ses parents, c'est des relations d'adultes. Elle peut critiquer leur vulnérabilité, qu'on peut tous avoir, tout en aussi se reposant sur leurs forces et tout ce qu'ils. Enfin, vraiment, c'est des relations d'adultes positifs. Il y a un vrai changement. Et puis, sa créativité aussi qui s'est relancée. C'est quelqu'un qui crée beaucoup. Et c'est comme un très bon support et un signe d'évolution. Et voilà, les limites qui sont intégrées et posées pour elle. Donc, on est plutôt sur une évolution très positive, malgré une maladie qui a débuté tôt et qui a duré pas mal de temps. Super, merci beaucoup. Juste pour conclure en même temps, peut-être, vous m'aviez dit, quand on a eu l'occasion d'échanger, que dans la politique du centre, il y avait ce lien particulier avec les parents. Vous avez envie de nous en dire un petit mot rapidement, parce qu'on ne prend pas d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vous écoute. Oui, on reçoit les parents de toute façon, de façon automatique aussi, quand les patientes arrivent pour la première fois, surtout si elles sont mineures. Et puis après, on propose aussi, en effet, des consultations aussi avec les parents et les patients. Et là, on commence... Et le conjoint, oui. La famille, en fait, en général. Hein, ouais.
Et, oui, je dis les parents, c'est la famille. La famille, oui. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et puis on voit aussi à quel niveau, à quel moment de la prise en charge on le fait. Enfin, pas forcément au début. On le voit avec le patient. Et là, du coup, on développe aussi, oui, les prises en charge au niveau familial. Et il y a du coup des dispositifs là qui se font pour recevoir les parents un petit peu de manière spécifique et assez brève. C'est le programme, ça s'appelle le programme Bref, d'ailleurs. Le programme Bref. D'ailleurs, on entendra parler... Ah ben non, ce soir. Le programme Bref, c'est ce soir. OK. Mais écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup de nous avoir confié tout ce parcours impressionnant, mais nous avoir démontré combien la pluridisciplinarité, effectivement, jouait en faveur de l'évolution pour la patiente elle-même. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis